André Mondeau est avec nous. Il n'y a rien à casser. Il est en sécurité. N'ayez crainte, mesdames, messieurs. Je surveille mes lunettes. C'est ça. Mes barniques. J'aimerais ça qu'on fasse le point sur la MP3, André. Que tu nous, oui, exactement. Que tu nous expliques un peu où est-ce qu'on en est rendu dans tout ça. Écoute, côté sociologique, tiens. Oui, bien, écoutez, peut-être juste rappeler un petit peu les faits. Souviens-toi, parce qu'on commençait l'émission, tu sais du premier lecteur MP3? Oui, c'est bon, oui. Le Diamond Rio, qu'on peut voir ici maintenant à l'écran. Eh bien, lorsqu'il est sorti en 97, immédiatement, l'industrie du disque a entamé des poursuites via la Record Industry Association of America. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dès le départ, il y avait cette volonté de briser qui était l'innovation. Et c'est un peu étonnant parce que dans d'autres domaines, souviens-toi l'édistique, souviens-toi les feuilles de calcul, les comptabilités, tout le discours, c'était « Ah, ben c'est la nouveauté, il faut s'adapter. » Mais l'industrie du disque, non. Bien, on fait le parallèle, encore une fois, avec le disque et le cinéma. Quand le théâtre veut arriver au cinéma, ils ont capoté. Quand les cinémas avaient arrivé avec le vidéo, ils ont capoté. Et voilà. Et là, quand les MP3, lecteurs de MP3 sont arrivés, là, l'industrie du disque capote. Tout ce qui est nouveau change, puis brise des habitudes et surtout vient piger dans la poche des gens. Et surtout, ce que l'industrie du disque, je pense, n'a pas su voir venir, parce que, bon, qu'il y a eu du piratage, c'est indéniable, que ce n'était que du piratage, c'est aussi très relatif. Je m'explique, c'est parce qu'il y avait ce mode de consommation nouveau que les gens voulaient, parce que l'hyper-individualisme, qui disait que je veux les tunes maintenant. Je les veux sur mesure. On veut assembler. Il n'y avait pas d'autre moyen que les réseaux de... Oui, mais quand les gens, les musiciens, eux autres, capotent pas trop là-dessus parce qu'ils font les tunes puis aiment ce mode-là souvent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est de faire voler des tunes, mais ça, c'est une autre histoire. Sauf que c'est les distributeurs, eux autres, qui disent, bon, l'album, ça va être ça. Il y a 4 tunes de bonnes sur l'album, puis on t'en vend 14. Mais moi, je vais avoir juste les 4 bonnes. J'ai-tu le droit? Oui, et c'est bien là où le bas blesse. C'est-à-dire que l'Internet, c'était moins le piratage, qui est toujours un enjeu, mais ça l'a toujours été avec les cassettes, tout ça. Mais c'est surtout qui contrôle la distribution. Et c'est là où le bas faisait mal, parce qu'effectivement, on court-circuitait un élément. Alors donc, 2004-2005, les grosses vagues de poursuites. Je veux dire, on poursuit nos propres clients en quelque part, ce qui est assez spécial. Mais on leur vend des machines aussi, puis des disques pour les copier. Le code Sony et Columbia était tout à fait... bon, bref, il y avait une schizophrénie à l'œuvre. Faites pas ça. Faites pas ce que je dis, mais achetez mes produits pour le faire. Faites pas ce que je dis, mais achetez ce que je vends. C'est ça. Et aussi, on a tenté, par la même occasion, d'implanter des DRM, Digital Right Management, où on pouvait forcer la qualité ou l'expérience de l'écoute, comme pas être capable de le copier 2 fois ou 3 fois. Et ce faisant, on menaçait ce qu'on appelle le First Sales Doctrine, c'est-à-dire le droit de revendre une œuvre ou le droit de le passer pour une bibliothèque, par exemple. Donc, qu'en est-il un peu de tout ça? À cette heure qu'on est à peu près 8 ans plus tard, eh bien, faisons le point. Tout d'abord, je pense que c'est indéniable. Les lecteurs MP3, j'en ai mis les 3 plus populaires ici, mais sont là pour rester. Alors, la légitimation du format MP3, je pense qu'elle n'est plus à faire là-dessus. Ça, c'est clair. Deuxième point, il faut absolument noter iTunes qui a littéralement soulevé cette nouvelle industrie par ses propres bots, comme on dit. 99 cents pour une toune, tu l'achetais. Ils en ont vendu 1 million la première année. Exactement. Et ça, sans l'accord généralisé des membres de l'industrie du disque. Et ça a été bientôt répandu. On a vu comme Pure Track, c'est-à-dire des sites spécialisés en musique en ligne, donc qui ne font que ça, repris par la suite comme des magasins en ligne physiquement, mais qui émigraient en bricks and mortar, comme on dit, en physique qui émigraient en ligne. Et même dernièrement, aux États-Unis, Amazon a commencé à vendre à la pièce. Alors ça, c'est pas juste en musique, je veux dire, c'est quelle couleur de palette tu veux sur ton téléphone cellulaire, c'est quoi ton bouquet de services. La sonnerie, etc. D'ailleurs, ce qui nous amène aussi, astucieux Denis, oui, il y a tout un nouveau marché des ringtones. En 2004, c'était 4 milliards. Regarde, celui qui a compris, c'est 50 Cent qui est en haut de la liste. 50 Cent, il se fait 50 cents for 99 cents. C'est ça. C'est pas un cave, il a fait du cash avec ça, c'est sûr. Ça marche. Oui, les gens ont besoin de ça. Ils veulent s'identifier à quelque chose. Ils veulent se personnaliser. Ça, on en reparlera longuement. Et surtout aussi, ça c'est intéressant, Jobs allait faire avec Universal, les compagnies de disques, du gros distributeurs, abandonnent l'idée des DRM. On a vu 2 ou 3 Universal, je pense que Bertelsmann a annoncé avec Napster qu'il ne le ferait pas. Donc ça, c'est une menace de moins. Et ce qu'on regarde aussi, et ça j'étais producteur de disques, un distributeur, ça serait un peu dérangeant, Radiohead, par exemple, qui fait l'expérience de vendre directement aux gens. Cut the middleman. Cut the middleman. Alors là, tu vois, le plus ironique là-dedans, si vous êtes moindrement anti-big business, ça vous l'ironie. C'est-à-dire si on appliquait les mêmes principes qu'on sert pour justifier toute une ancienne structure économique, cut the middleman. Oui, mais mettons à la place de ces gens-là qui étaient
middleman avant. Tu viens chercher de l'argent directement dans leur poche. C'est normal qu'ils réagissent. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que je pense qu'ils ont mal lu. L'industrie du disque, sa façon de rentabiliser, c'est de miser sur beaucoup d'artistes et faire de l'argent avec quelques-uns qui permet de compenser le risque. Or, fin des années 80-90, on s'est dit, on peut le faire, on peut le gérer, on va miser sur des quelques vedettes. Et R.E.M., Jackson qui signe des contrats de 80-60, les Rolling Stones. Et on a dit, on va être capable de... On va pas perdre sur une grande étendue d'artistes, on va miser sur quelques-uns. Mais quand tu sais pas qu'un phénomène comme l'MP3 va arriver, Oui, ou t'es pas... Puis là, tu te fais prendre par surprise, tu te dis, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf qu'ils ont essayé avec des CD singles, ça n'a pas marché. Ils ont mal, je pense, lu. Et là, ils sont en train de se rattraper. Et étonnamment, depuis qu'ils vont en ligne, le piratage baisse. Oui, je serais curieux de savoir à combien de pourcentage qui baisse le piratage. Parce que j'en connais des TQ qui téléchargent, des 10 000 tonnes, des 15 000 tonnes. Sauf qu'ils perdent moins d'argent. Exactement. Merci beaucoup, André. Je t'en prie. Alors, si vous téléchargez des MP3, mesdames, messieurs, je rappelle que oui, ça a l'air gratuit, mais souvent, d'ailleurs, souvent, tout le temps, il y a un artiste qui gagne sa vie avec ça derrière. Pensez-y, pensez-y. Hein? Sur ces sages paroles, on se retrouve demain. Salut tout le monde. Bonne soirée.